Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Ah, parfait. Bonjour. je vais essayer d'enlever mon Ouais, micro. Bonjour. tu peux la laisser aussi. Moi, je la désactive parce que j'ai quelques soucis de connexion, mais tu peux la laisser activée si tu veux. Arrêtez, tac, voilà. Je n'entends plus rien. C'est normal, c'est normal. Je suis là, on va attendre quelques minutes encore. Ah, c'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui. Oui, Ok, Mm. d'accord. Et là, ça défile bien, on est d'accord? Oui, oui. Ok, parfait, parfait. une question. Est-ce que cette session elle est enregistrée? On pourra éventuellement Oui, 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 la elle est enregistrée, ouais, effectivement. c'est c'est parfait, merci. Ouais. On va attendre encore quelques 2 minutes avant de commencer.
Donc, on va commencer parce qu'on n'a que 40 minutes de live. Donc, déjà, merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement. Je sais que lors de notre dernier live, on avait des problèmes avec les audios, mais là, normalement, vous pouvez activer directement votre audio et poser les questions que vous avez. Donc, aujourd'hui, on a un live de 40 minutes qui porte sur la dissertation en droit. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, il est très important concernant la dissertation de connaître sa méthodologie, mais en même temps, je trouve que c'est l'un des rares exercices en droit où la méthodologie est la plus simple à comprendre comparée aux commentaires d'arrêt ou aux cas pratiques, qui sont en fait des exercices qui ont une logique qui est très particulière et qui sont également très méthodiques. Et il y a aussi le fait que bah, en fait, la dissertation, on en a déjà fait au lycée, donc on a déjà quelques bases relativement à cet exercice-là. Donc, avant de pouvoir comprendre la méthodologie de la dissertation, il faut d'abord comprendre les attentes vis-à-vis de cet exercice. Donc, euh, concernant les attentes des profs, que ce soit des profs, des chargés de TD vis-à-vis de cet exercice, c'est que finalement, c'est en comprenant ces attentes que vous allez essayer d'y répondre et que donc vous aurez plus de chances de réussir cet exercice-là. Donc ça, c'est la base et malheureusement, je trouve qu'à la fac, les profs ne prennent pas forcément le temps de revenir sur les attentes qu'il y a vis-à-vis enfin, des exercices juridiques parce que si c'était le cas, je pense que plus on comprend les attentes, plus on va vouloir rentrer dans ces attentes et finalement réussir in fine les exercices. Donc, alors, la dissertation, c'est quoi? Donc, c'est un exercice qui va consister à tester les capacités de l'étudiant à argumenter sur un sujet donné, à partir duquel il devra extirper une problématique et un plan bien défini et clair. Donc, finalement, l'objectif pour l'étudiant, il est double. Il devra d'abord extirper, donc sortir, extraire une problématique et un plan à partir d'un sujet qui lui a été donné. La deuxième chose, c'est qu'il devra ensuite argumenter sur le sujet qui lui a été soumis. Donc, finalement, lors d'une dissertation, un étudiant en droit, il est évalué essentiellement sur deux choses. D'abord, son argumentation, à savoir sa capacité à étayer une idée de façon qui est intelligible. Donc, argumenter, je le répète parce que c'est très important, ça ne consiste pas uniquement à réciter ses connaissances. Il s'agit de partir plutôt du sujet et d'utiliser ses connaissances pour traiter le sujet et dérouler une argumentation. Donc, en fait, il y a un va-et-vient constant entre les connaissances que vous avez acquises à travers l'apprentissage du cours et le sujet qui est donné. Donc, on ne part pas de ces connaissances pour traiter un sujet de dissertation, on part du sujet, on exploite ces connaissances pour ensuite traiter le sujet et argumenter sur le sujet qui a été donné. Donc, en évaluant votre capacité d'argumentation, finalement, les profs, le correcteur, il va également évaluer en même temps votre faculté à, en quelque sorte, utiliser les connaissances tirées du cours pour disserter justement sur un sujet donné. Donc ça, c'est vraiment la première attente par rapport à cet exercice-là. C'est vraiment cette capacité d'argumentation, à savoir partir d'un sujet exploiter les connaissances tirées du cours pour justement ensuite traiter le sujet. Ensuite, la deuxième attente, c'est vis-à-vis de la rédaction. Alors, des trois exercices majeurs en droit, à savoir cas pratique, commentaire d'arrêt et dissertation, la dissertation, c'est celui qui fait le plus appel à la capacité de rédaction de l'étudiant. Donc, quand on parle de rédaction, c'est à la fois l'orthographe, ça va être la grammaire, ça va être la syntaxe, ça va être le vocabulaire utilisé, le style utilisé par exemple en vocabulaire qui est juridique, etc. Donc certains étudiants ne s'en rendent pas compte, mais une dissertation qui est bourrée de fautes avec un style qui est lourd, un vocabulaire qui est inapproprié, qui n'est pas assez juridique par exemple, ça peut fortement amoindrir pardon, votre note finale. Donc quand vous faites une dissertation,
Évitez d'avoir un style qui est trop lourd. Ne vous forcez pas à utiliser des mots qui sont trop complexes. Faites des phrases qui sont courtes. Et ça, déjà, ça, je dirais que c'est à peu près 30 à 40% de votre note. Les 70 à 60% restants, ce sera lié à votre argumentation. Est-ce que pour l'instant, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je peux continuer? Vous pouvez activer votre micro si vous voulez ou répondre dans le chat comme vous voulez. C'est clair pour l'instant pour moi. Clair. Ok, parfait. Donc, je vais continuer. Aujourd'hui, pour dérouler la méthodologie de la dissertation, donc on va voir ça en trois temps. D'abord, on va avoir l'introduction de la dissertation, qui est finalement très importante parce que c'est l'ouverture en fait de votre dissertation. Donc, on va particulièrement insister sur la structure de l'introduction. Et là, l'objectif avec ce live, c'est qu'à la sortie de ce live, que vous n'ayez plus aucun problème pour rédiger vos introductions de dissertation, que dès qu'en fait vous aurez une dissertation, vous pourrez facilement dérouler l'introduction avec la structure que je vais vous présenter dans ce live. On va moins insister sur la problématique et le plan. Pourquoi? Parce que déjà, ça pourra faire l'objet d'un live à part entière, mais surtout parce que, aussi, comme on le verra, il n'existe pas forcément de plan type pour la dissertation, comme ça pourrait être le cas pour le commentaire d'arrêt. En fait, chaque plan de dissertation va dépendre en fait tout simplement du sujet de dissertation qui vous a été donné. Et c'est pour ça que, bon, la plupart des étudiants n'aiment pas trop cet exercice parce que c'est très, je dirais, c'est très dépendant en fait. C'est pas comme le commentaire d'arrêt où on te dit que dans le grand 1A, il faut, voilà, le contexte, dans le grand 2B, il faut ceci, il faut cela. En fait, pour la dissertation, ça va dépendre du sujet et vous ne pouvez pas en fait anticiper le plan que vous allez pouvoir extirper à partir d'un sujet de dissertation. Donc, ce qui fait que c'est un exercice assez instable, mais si vous connaissez, si vous maîtrisez un minimum la méthodologie, si vous connaissez votre cours, normalement, ça devrait pouvoir le faire assez facilement. Donc, ça, sera la première partie du live. La seconde partie, on verra le développement de la dissertation, à savoir ce que vous allez mettre concrètement dans les sous-parties et comment vous pouvez aussi dérouler facilement votre pensée, parce que ça aussi, c'est important. Certes, vous aurez les connaissances du cours, mais il faut également que vous puissiez tout simplement arriver à dérouler votre pensée. Khadi, je vois que tu n'as pas accès au son. Est-ce que tu as réussi à régler le problème ou pas? Essaie peut-être de voir tes réglages sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, si tu es sur ton téléphone. Et dans tous les cas, t'inquiète, la séance sera enregistrée, donc tu pourras avoir accès au live. Donc, je continue. Donc, la deuxième chose qu'on va faire, ce que je disais, c'est qu'on verra le développement de la dissertation, à savoir ce que vous allez mettre concrètement dans les sous-parties. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, aussi qu'on ne nous apprend pas forcément à la fac. Bon, on va nous dire que dans la dissertation, pour le plan, il y a deux parties, deux sous-parties, etc. Mais enfin, le cœur du sujet, c'est aussi apprendre à dérouler facilement sa pensée, et à savoir dérouler facilement ses sous-parties. Et ça, je vais vous montrer la méthode que vous pourrez suivre pour cela. Enfin, dans une dernière partie, on verra comment est-ce que vous pouvez vous démarquer pour augmenter votre note de dissertation, mais aussi ce qu'il faudra justement éviter pour se retrouver avec une sous-moyenne sur cet exercice-là. Et enfin, on va terminer par des questions-réponses si vous en avez. Alors, concernant l'introduction de la dissertation, donc comme je le disais, c'est l'ouverture de votre dissertation. C'est une partie qui est très, très importante parce que vous pouvez avoir un développement qui est quasi parfait. Si vous commencez mal avec la dissertation, ça peut finalement déboucher sur une note qui n'est pas très élevée. Alors, concernant l'introduction de la dissertation, vous verrez, il n'y a rien de très, très compliqué. Je vous conseille carrément de juste suivre la structure que je... C'est bizarre ce Alors, truc. il y a eu un Allô? problème, je pense. Ça a été coupé. Ouais, on n'entend plus. Ouais, mais là, vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est bon.
Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, je suis partie tout d'un coup, c'est bizarre. Bon, je vais remettre le PowerPoint. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais, Parfait, parfait. Alors, je disais l'introduction. Donc, ce que je disais, c'est qu'il n'y a rien de très compliqué. Je vais là vous donner une structure que vous pourrez suivre pour toutes vos dissertations. Voilà, comme ça, dès que vous aurez une dissertation, ce soit sur table ou autre, vous pourrez assez facilement dérouler l'introduction. Alors, concernant l'introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très appréciable, voire obligatoire, d'avoir ce qu'on appelle une logique d'entonnoir. Donc, logique d'entonnoir, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie de partir en fait du général, donc d'un contexte très général, pour justement aboutir et retomber sur quelque chose de plus particulier qui sera le sujet de dissertation qu'on vous a donné. Alors, comment est-ce que vous pouvez concrètement appliquer cette logique d'entonnoir? Alors, il y a plusieurs étapes que vous pourrez suivre pour appliquer cette logique. D'abord, vous devriez avoir une accroche dans votre dissertation. Alors, je dis vous devriez avoir une approche car, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une obligation. Il vaut toujours mieux passer directement à la deuxième étape de l'introduction, qui est la définition des termes du sujet, plutôt que de donner une accroche qui n'est pas du tout pertinente et qui n'a aucun rapport avec avec votre sujet. Surtout que je l'ai dit, l'introduction, c'est l'ouverture de votre dissertation. Donc, si vous ouvrez la dissertation avec une accroche qui n'est pas forcément pertinente, ben, en fait, dès le début, vous perdez des points. Surtout que, bah oui, comme je le dis, l'accroche est censée être l'ouverture de votre dissertation. Donc, en fait, si vous faites un faux départ dès le début, en donnant une accroche impertinente, c'est déjà mal parti. Alors, comment trouver une accroche? L'accroche, ça peut être soit une citation doctrinale, ça peut être une citation que vous avez tirée d'un ouvrage, d'un article, etc. Ça peut être une actualité donnée qui a un lien avec votre sujet. Ça peut être un événement ancien ou particulier, mais qui, je le répète, a un lien avec votre sujet. Donc, on va prendre l'exemple de la dissertation de Guesson pour son cours de droit constite qui portait sur le sujet suivant, le pouvoir exécutif au sein de la Constitution de la Cinquième République. Donc, il a proposé pour moi une très très bonne accroche en partant tout simplement d'une citation historique qui est le suivant. Dans le discours de Bayeux du général de Gaulle, il envisage l'avenir de la République et pour lui, l'organisation politique doit être efficace. En clair, pour le général de Gaulle, les grandes décisions qui décident de l'avenir de la nation doivent être prises par l'exécutif et le gouvernement doit être séparé du Parlement. Voilà. Pour moi, c'était une très bonne accroche et d'ailleurs, je lui ai souligné ça. Parce qu'en fait, c'est une citation historique, mais qui a toute sa pertinence et qui est carrément dans le sujet. Donc voilà, accroche, ça peut vraiment être en plus dans votre dissertation, mais je le répète, ne vous forcez pas, surtout pour les dissertations sur table, où en fait, ça peut être plus compliqué de trouver une accroche qui est pertinente. Ne vous forcez pas à donner une accroche qui n'a pas forcément de lien avec le sujet en question. Il vaut mieux directement passer à la délimitation du sujet plutôt que de perdre des points sur l'accroche. Après l'accroche, on a donc la deuxième étape de l'introduction qui va consister à délimiter le sujet. Alors, délimiter le sujet, c'est d'abord en définir les termes. Donc, il faudra faire attention à bien définir tous les termes. Et là, j'insiste vraiment tous les termes, parce que ça, je l'ai vu lors de mes études de droit. Dans certains sujets, vous verrez que parfois, même la simple présence d'une liaison comme est ou dans le sujet de dissertation peut avoir une importance cruciale et vous amener à réussir votre dissertation ou à carrément faire un hors-sujet. Dans le doute, vraiment, définissez tous les termes du sujet. Mais aussi, au-delà de définir les termes du sujet, délimiter le sujet, c'est aussi exclure ce que le sujet ne couvre pas. Par exemple, pour la dissertation de Guesson, donc le pouvoir exécutif au sein de la Constitution de la Cinquième République, donc en plus de définir ce qu'est le pouvoir exécutif, il faudra aussi relever que vous ne traiterez donc dans la dissertation ni du pouvoir législatif ni du pouvoir judiciaire.
Par exemple, si on prend la dissertation de Guesson, donc là, on voit qu'il a bien pris le temps de définir les termes du sujet. Donc, il a défini le terme de pouvoir exécutif, le terme de constitution, le terme de Cinquième République. Et je dirais même que Guesson aurait pu même aller beaucoup plus loin en définissant la notion de au sein de. Il aurait pu dire que dans ce sujet, au sein de signifie dans, à l'intérieur, et que donc ça renvoie à la place qu'occupe le pouvoir exécutif dans la Constitution de la Cinquième République. Et vous voyez que là, en fait, la Ouais, définition. c'est parfait. Ouais, tu vois que là, au sein d'eux, tu aurais même Ouais, pu définir dans ta partie définition des termes de sujet. Et quand vous êtes en galère face à un sujet, vous verrez que la définition des termes de sujet, ça va vous aider à trouver votre problématique. Parce que là, si on se dit, OK, au sein de, ça renvoie à la place qu'occupe le pouvoir exécutif au sein de la Constitution, vous voyez que là, vous avez déjà littéralement votre problématique qui a été définie juste grâce à une bonne définition des termes du sujet. Donc voilà, définissez tous les termes, même les termes qui vous semblent vraiment mineurs, définissez-les, vous verrez que même si vous ne le mettez pas directement dans votre copie, ça va fortement vous aider pour la définition de votre problématique. Alors, la troisième étape, c'est la contextualisation du sujet. Alors, la contextualisation du sujet, c'est une partie qui peut diverger d'un sujet à un autre. Mais dans tous les cas, elle consiste alternativement en deux choses. D'abord, elle consiste soit à replacer le sujet dans son contexte. Et c'est souvent le cas en fait dans des sujets qui intègrent un certain aspect historique, comme c'est le cas justement du sujet de droit constit de Guesson. Et c'est pour ça que si vous regardez dans la partie contextualisation de son sujet, il a très bien expliqué, il a bien fait de revenir sur le contexte historique dans lequel la Constitution de 1958 a été adoptée. Donc, il a très bien expliqué qu'il a été adopté dans un contexte de crise profonde avec la guerre en Algérie et la puissance accrue des parlementaires pendant cette période, etc., etc. Donc, vous voyez que dans ces sujets-là, en raison de son aspect un peu historique, il est essentiel de replacer le sujet justement dans son contexte historique. Dans certains sujets, ceux qui sont le plus d'actualité, je dirais, et qui n'ont pas forcément cet aspect historique-là, comme ça pourrait être le cas dans un sujet de dissertation en droit constit, la contextualisation, elle va plutôt consister à expliquer l'intérêt du sujet ainsi que ses enjeux. En gros, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on vous a donné ce sujet-là. Souvent, dans ce cas, il est plus facile de contextualiser le sujet. Par exemple, prenons un exemple concret. Vous êtes en droit international, vous avez un sujet de droit international public qui porte sur le statut des États asservis en droit international. Donc, il est clair que dans la partie contextualisation, vous allez expliquer que l'intérêt du sujet, il est lié tout simplement à l'actualité, avec par exemple tout ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, avec l'annexion de l'Ukraine, etc., etc. Et que donc le sujet, il a un intérêt juridique, mais aussi politique. Donc voilà, en fait, quand vous avez un sujet de dissertation, les profs, les chargés de TD, ils ne vous donnent pas un sujet de dissertation juste pour vous donner un sujet, c'est qu'il y a un véritable intérêt et de véritables enjeux derrière ce sujet-là. Donc voilà, à chaque fois que vous avez une dissertation, demandez-vous pourquoi est-ce que le prof m'a donné ce sujet-là, reliez-le à son contexte, reliez-le aussi à l'actualité et reliez-le aux intérêts et aux enjeux qui se cachent derrière ce sujet-là. Et en fait, ça va vous permettre justement de dérouler la partie contextualisation de votre dissertation. La quatrième étape, elle va consister à annoncer la problématique. Alors, pour la problématique de la dissertation, je vous conseille toujours de la rédiger sous forme interrogative. Par exemple, Guesson, il nous a proposé la problématique suivante. Comment la place de l'exécutif est-elle appréhendée dans la Cinquième République au sein de la Constitution? Je trouvais que sa problématique était très bien. Le style était peut-être un peu lourd et ça, je lui ai expliqué ça. Il aurait juste pu dire quelle est la place du pouvoir exécutif au sein de la Constitution de la Cinquième République. Mais voilà, de toute façon, sa problématique est compréhensible, c'est très bien. Et voilà, toujours privilégier la forme interrogative pour votre problématique. Voilà, simple, efficace. Et vous voyez que la définition des termes du sujet ici, elle a aidé à trouver une bonne problématique. Parce que si vous définissez la notion de au sein de, ce qui renvoie à la place qu'occupe le pouvoir exécutif, très vite, vous pouvez trouver une très bonne problématique.
Et pour trouver la problématique, ça dépendra pardon, pour trouver le plan, parce que là, on a fini sur la problématique. Pour trouver le plan, ça va dépendre de plusieurs éléments. Alors, malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, la dissertation, ça n'appelle pas un plan, a un plan type. Contrairement aux commentaires d'arrêt où, dans certaines sous-parties, il y a des attentes. Alors, certaines problématiques appellent à une réponse qui est ouverte. Et ce sont souvent les problématiques qui vont commencer par dans quelle mesure, dans quelles conditions, ou ici, par exemple, quelle est la place de telle chose. Par exemple, ici, la problématique, c'est quelle est la place du pouvoir exécutif dans la Constitution de 58. Mais d'autres problématiques, elles vont appeler à une réponse qui est fermée, où on va répondre par oui ou par non ou par exemple par oui ou par oui, mais dans la seconde partie. Ça va, euh, Ça va dépendre du sujet et ça, je pense, on va y revenir dans un live spécifique à ce sujet. Mais voilà, retenez que vous avez forcément deux types de plans pour la dissertation. Soit un plan qui appelle à une réponse fermée, de type oui, non, oui, mais, ou un plan plutôt analytique avec fait, cause, conséquence, comme ici pour Guesson. Dans une première partie, c'est la place importante qu'occupe le pouvoir exécutif dans la Constitution. Donc ça, c'est le fait, c'est la cause. Et dans sa deuxième partie, c'est justement la conséquence qui a une stabilité gouvernementale qui est renforcée dans dans la Constitution. Je suis un peu perdue parce que je vois qu'il reste 10 minutes à la réunion alors que on n'a même pas fait la moitié, mais je vais essayer de faire vite. Euh, mais si Et vous on peut voulez... continuer, hein. On peut Hein? continuer. On Oui, peut je continuer. vais continuer. Mais au pire, on continuera lors du prochain live. Cinquième et dernière étape, ce sera le plan, l'annonce du plan. Donc, concernant l'annonce du plan, rédiger des titres qui sont compréhensibles, qui sont simples, qui sont clairs, sans verbe conjugué et qui devraient généralement tenir sur une seule ligne. Donc, là aussi, on va faire un live spécifique sur le plan de la dissertation en droit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je viens de l'expliquer, voilà, il n'y a pas forcément de plan type pour la dissertation et que ça va en fait fortement dépendre du sujet qui vous a été soumis. Alors, on va passer au développement de la dissertation. Alors, je sais que beaucoup d'étudiants en droit galèrent avec le développement de la dissertation. Donc, quand je parle de développement, c'est vraiment au niveau des sous-parties. Donc, comment dérouler votre pensée. Là, je vais vous donner une structure très simple pour développer facilement vos sous-parties. C'est ce que j'appelle la méthode IAIC. Alors, dans la méthode IAIC, le I va renvoyer à l'idée principale, c'est-à-dire ce que tu veux démontrer dans le paragraphe en question. Par exemple, dans le grand 1A de la dissertation de Guesson, le grand 1A porte sur l'instauration euh, d'un fait majoritaire garantissant la stabilité gouvernementale. Donc, au lieu de rentrer directement dans le vif du sujet, Guesson, tu aurais pu tout simplement dire ceci, le général de Gaulle et Michel Debré ont instauré, à partir des élections législatives de 62, le fait majoritaire qui va garantir une forte stabilité gouvernementale, tu vois. Et à partir de là, il aurait pu passer directement à la seconde étape du développement, qui est l'argumentation. Toi, tu as plutôt fait le contraire. Tu n'as pas rappelé en fait l'argument principal de ta sous-partie. T'es rentré directement dans le vif du sujet, alors que c'est toujours bien d'avoir une première phrase, voilà, qui va revenir sur ce que tu vas développer en fait dans ta sous-partie. Euh, Ensuite, la deuxième partie du développement, ça va être l'argument. Alors, l'argument, ici, l'idée, c'est de développer l'idée générale en t'appuyant sur tes connaissances. Donc, c'est ce que Guesson a fait dans son grand 1A, en expliquant clairement que ce qui avait précédé la Cinquième République, à savoir que lors des Troisième et Quatrième Républiques, il y avait une instabilité gouvernementale du fait de l'omnipotence parlementaire. Et dans le cadre de cette argumentation, il a aussi expliqué que c'était le fait majoritaire, ce que c'était le fait majoritaire et ses bienfaits concrets. Et toutes ces parties de son développement, justement, rentrent dans ce que j'appelle, moi, l'argumentation. Ensuite, le I, ça va renvoyer à l'illustration. Donc, c'est l'exemple que tu vas donner tout simplement en appui de ton argument principal. Donc, l'illustration, ça peut être de la doctrine, ça peut être de la jurisprudence, ça peut être une actualité politique ou historique. Ce qui rend la dissertation de Guesson très riche
c'est qu'il a parsemé en fait sa dissertation d'exemples qui sont très pertinents. Par exemple, pour illustrer le grand 2B, euh, sur les dispositions constitutionnelles limitant le renversement du gouvernement, il a donné un exemple très pertinent et actuel lié à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire passer des lois sans vote, comme ce fut le cas lors de la réforme des retraites en 2023. Donc, vous voyez que c'est un exemple très pertinent qui appuie son argument principal et qui est en plus très actuel. Donc, clairement, dans chacune de vos sous-parties, il faudra qu'on retrouve un exemple en appui de votre argument principal. Ensuite, on a le C qui renvoie à la critique. Alors, c'est malheureusement quelque chose que beaucoup d'étudiants minimisent. Pourtant, ça rajoute beaucoup de valeur ajoutée à votre dissertation. Donc, dans la critique, il faudra prendre du recul sur l'argument que vous avez développé. Il faudra nuancer, souligner des limites de votre argument. Donc, il s'agit tout simplement d'aller un peu plus loin que votre argument principal. Et c'est la principale critique qu'on pourrait peut-être faire à la dissertation de Guesson, c'est que tout est OK sur le plan de la méthodologie, les arguments sont bien développés, on a de bons exemples, mais il manque un peu cet aspect critique-là. Donc, en fait, moi, je lui aurais donné 14 à sa dissertation, mais si j'avais retrouvé cet aspect critique, j'aurais pu lui mettre un 16 très facilement. Par exemple, dans le grand 2B, pardon, dans le grand 1B de sa dissertation, voilà, celle-ci, ça porte sur la compétence législative élargie du gouvernement dans la Constitution de la Cinquième République. Donc, tout l'argument qu'il a développé et juste les illustrations qu'il a données sont très bien aussi. Mais en fait, une partie, il aurait pu intégrer une partie un peu plus critique ici qui aurait pu vraiment donner une valeur ajoutée à sa copie. Il aurait pu, par exemple, questionner si cette compétence élargie du gouvernement sous la Cinquième République, elle est idéale. Est-ce qu'elle ne remet pas en question le principe de séparation des pouvoirs qui était si cher à Montesquieu? On ne vous demande pas, surtout au stade de la licence, d'avoir une réponse qui est claire à cette question. L'essentiel, c'est de montrer au correcteur que vous vous êtes posé la question et que vous avez pris du recul par rapport à votre propre argument principal. Imaginez-vous tout simplement lors d'un débat, en fait, ce qui fait la richesse d'un débat, euh, ce seront en fait, les remises en cause constantes des arguments de chaque partie. Et bien, dans une dissertation en droit, c'est pareil. Imaginez-vous en débat avec vous-même, chercher un contre-argument qui montrera justement au correcteur que vous avez pu avoir un esprit critique et que vous avez pu prendre du recul par rapport à votre sujet. Et ça me permet justement de faire la transition vers la dernière partie de ce live sur ce que vous pouvez faire pour vous démarquer et augmenter votre note, mais aussi ce qu'il faut éviter. Donc, il nous reste 3 minutes 30. Je vais essayer de faire très, très vite. Alors, Est-ce qu'on aura le droit de poser des questions? oui, oui, vas-y, Médine. En fait, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre l'idée générale ou l'idée principale et l'argument. Alors, l'idée principale, c'est tout simplement ce que tu vas développer dans ta sous-partie. C'est presque une reprise, je dirais, du titre de ta sous-partie, mais qui est un peu plus développé. Par exemple, là, si on prend le grand 1A de la dissertation de Guesson, un président disposant de pouvoirs forts. L'idée principale, ce sera de dire tout simplement, sous la Constitution de la Cinquième République, dans la Constitution de 1958, sous la Cinquième République, virgule, le président dispose d'un pouvoir qui est fort, point. Tu vois? C'est juste en fait un rappel de ce que tu vas développer dans ta dissertation. Et ensuite, en fait, l'argumentation, c'est en fait les connaissances que tu vas tirer du cours et qui vont venir appuyer cette idée principale-là. Par exemple, là, sous la Cinquième République, le président dispose d'un pouvoir qui est fort, point. Ce que tu aurais pu faire, l'argumentation, c'est d'expliquer que justement, avant la constitution de la Cinquième République, sous les républiques précédentes, donc la troisième et la quatrième, le président était effacé, il était en retrait, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'idée principale, c'est juste un rappel de ce que tu vas développer. Et l'argumentation, ce sont les connaissances que tu vas tirer de ton cours et qui vont venir appuyer ton idée principale. Est-ce que c'est plus clair, Mehdi? Oui, ça va, c'est clair, merci. Voilà, c'est ça. Alors, je disais, pour se démarquer dans la dissertation,
Alors, je le disais tout de suite, esprit critique, ce sera nuancer ses arguments, montrer un esprit critique, etc. Parce que imaginez-vous un correcteur qui corrige 100 copies en un jour et que chaque copie dit à peu près la même chose. S'il tombe sur une dissertation qui apporte un aspect critique, là, ce sera une véritable... ça va vraiment être agréable et ça va vraiment apporter quelque chose à votre copie. La deuxième chose, ça, on va y revenir, j'ai pas trop le temps de développer ça, mais on va y revenir, ce sera d'intégrer de la doctrine. Donc, la doctrine, c'est quelque chose, on va revenir dessus dans un autre live. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les chargés de TD, les professeurs, c'est des universitaires, c'est des chercheurs. Ils adorent la doctrine. Et donc, en fait, s'ils voient de la doctrine dans vos copies, ce sera un bisou que vous leur aurez donné. Ensuite, on aura l'originalité. Alors, l'originalité au stade de la licence, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place. En master, c'est un peu plus facile. Littéralement, c'est ce qu'on fait dans un mémoire de master, mais plus compliqué en licence, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, ça peut vous permettre de drastiquement augmenter votre note. Pour les choses à éviter, en 30 secondes, on aura de mal délimiter le sujet, de s'empresser à trouver une problématique ou un plan et de mal délimiter. Ce sera de réciter votre cours et le manque de structure. Je suis désolée, là, c'est déjà la fin. Il faut que je revoie les réglages du Zoom pour que je puisse faire des lives plus longs. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous aider et vous aurez accès aux lives dans tous les cas et aux slides dans la communauté. Donc, merci d'y avoir assisté. On se dit à la semaine prochaine. Salut! Salut! Et